Bonjour Internet et bienvenue à mon petit survol de tous les jeux de rôle que j'ai pu tester au cours du dernier mois. Alors oui, c'est un peu mon journal de bord où je vais vous présenter toutes les nouvelles découvertes que j'ai faites. Je vais vous présenter dans un premier temps les jeux que j'ai essayés, donc on a fait des parties, des one-shots ou des mini-campagnes de ces différents jeux. Et à la fin de la vidéo, je vais aussi vous présenter mes lectures. Donc des choses que j'ai pas encore eu le temps d'essayer, mais qu'on va jouer assurément très bientôt. Donc bienvenue et j'espère que vous allez faire des découvertes de nouveaux jeux de rôle qui vont vous faire vivre des petites affaires, là, des émotions qu'on appelle. Anyway. On a eu la chance de jouer à l'Anneau Unique, 2e édition. Pour ceux qui ne savent pas, l'Anneau Unique, c'est un jeu de rôle dans l'univers de Tolkien, la Terre du Milieu, le Seigneur des Anneaux. Et on a fait les 3 aventures du boîtier d'initiation. Donc on incarne des hobbits dans la comté. Et on ne parle pas ici, là, les enjeux, c'est pas de sauver le monde. Et on est vraiment dans de l'exploration rustique, calme, paisible, d'une petite région où les dangers sont souvent des animaux, des rivières et nos propres contradictions comme personnages. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup de l'Anneau Unique. Et justement, dans le système, au départ, moi, ça me rebutait un peu au tout début, c'est qu'on lance un dé à 12 faces quand on fait un test. Et on veut essayer d'atteindre avec ce dé-là notre seuil de réussite. Donc, c'est pas comme dans Donjon Dragon où c'est le maître de jeu qui va établir ça sur une difficulté de 10 ou de 15. C'est ton personnage et ses propres défis qui établissent son seuil de difficulté. Fait que si pour toi, tout ce qui est physique, c'est un défi, ben ça se peut que ton seuil de réussite soit 16. Fait que là, oh mon Dieu, rouler un 16 avec un D12, ça va être difficile. Et c'est là qu'entrent en jeu les dés de maîtrise. Donc, il y a certaines compétences dans lesquelles on va avoir un peu plus de facilité. Par exemple, peut-être que j'ai 2 petits carrés en chant. Ça veut dire que je suis une experte chanteuse et donc je peux lancer des D6 supplémentaires pour atteindre ce seuil de réussite. Puis moi, ce que je trouvais difficile avec le seuil de réussite, c'est que je trouvais ça un peu étrange que ce soit toujours le même degré de difficulté pour tout ce qui est physique pour moi. Que ce soit monter une montagne, chanter une chanson dans une taverne, lancer une roche à un ami, c'est toujours 16 qu'il faut que j'atteigne. Mais en même temps, quand on joue, c'est là qu'on réalise que c'est hautement thématique parce que tout le jeu repose sur surmonter ses propres faiblesses, surmonter ses difficultés. C'est nous notre pire ennemi, c'est tout. Ce que j'aime beaucoup de l'Anneau Unique, c'est qu'on a des réserves d'espoir. Donc c'est des points qu'on peut dépenser pour se donner de nouveaux dés de maîtrise. Alors on a toujours l'option de mettre un peu plus de gaz sur certains tests qu'on veut vraiment, vraiment réussir. Du début à la fin, j'ai trouvé ça très, très puissant comme jeu. Et même si, oui, les aventures du livret d'initiation restent, je pense, en eau très tranquille. Il y a la dernière aventure qui nous propose d'affronter des chiens maudits dans une malédiction, puis là, il y a des combats, puis ça devient un petit peu plus corsé. Tout le reste de l'aventure est un peu plus paisible. La comté, trouver une auberge, peut-être faire un petit cambriolage dans un musée. En tout cas, en ce moment, là où je trouve que le jeu est peut-être un petit peu complexe pour moi, ben c'est tout l'aspect combat. Je trouve que les combats de One Ring sont un petit peu lourdeaux. Il y a tout un lot de lignes de défense auxquelles on doit s'attribuer des positions au cours d'un combat. Puis c'est un brin complexe. C'est-à-dire que le système est tellement élégant que là, soudainement, c'est souvent le cas, là, vous m'entendez souvent avoir cette critique-là, mais c'est vrai qu'on a l'impression que les combats sont comme un autre jeu dans le jeu. Comme si les règles changeaient légèrement, puis essayer de raconter ces grands combats incroyables qu'on voit dans la trilogie, dans les films de Peter Jackson, par exemple. C'est là où, pour moi, l'Anneau Unique a peut-être une petite lourdeur, a du mal à décoller. C'est le fun quand les combats sont snappy, rapides. Je pense pas que ça soit la force
de l'anneau unique. Mais c'est des petites critiques parce que je pense que c'est un super coffre à outils pour vivre des aventures épiques, grandioses, ou simples et touchantes. On est retourné aussi dans Dragonbane, qui est un des jeux que j'ai le plus joué dans les dernières années. Moi, j'aime beaucoup Dragonbane. Je trouve que ça roule tellement bien. Tous les aspects du jeu sont vraiment très fluides. On a pu tester justement le Sunken Tower. Fait que vous pouvez aller voir l'épisode 1 si vous voulez. Les autres épisodes sont sur notre Patreon, alors n'hésitez pas à vous abonner pour avoir toutes nos actual plays. Mais j'ai adoré ça, un module de tournoi. Fait que c'est une aventure qui se roule en 2 heures top chrono. Vous avez une tour qui sort de l'eau et vous avez 2 heures pour trouver le trésor au sommet de la tour. Et c'est plein d'énigmes, c'est plein de petits puzzles, ça donne un aspect très escape game. Si ça vous intéresse, je vais laisser le PDF de l'aventure en anglais dans la description parce que il est disponible gratuitement en ligne, Free League. Non seulement dans ce document-là vous donne toutes les règles de base pour jouer à Dragonbane, un jeu de rôle fantastique D20 Roll Under, qui est une alternative suédoise à Donjon Dragon. Mais en plus, vous avez l'aventure au complet qui est super bien illustrée. C'est un super beau produit, gratuit en plus. Fait que moi, ça me donne le goût de rejouer à ce système-là, qui est overall vraiment solide à tous les égards. J'ai fait un petit one-shot aussi récemment de Maus Ritter avec mes enfants. Parce que Maus Ritter, c'est un système assez particulier où est-ce qu'on va jouer des souris qui vivent une aventure de souris, là, qui vont explorer un pré, essayer d'entrer dans une maison, essayer de ne pas se faire dévorer par des chats. Et c'est très mortel, Maus Ritter, quand même. Puis, la raison pour laquelle on a sorti ce système-là, c'est que mes enfants aiment beaucoup le jeu de table qui s'appelle Stuff Fable, Histoire de pluche. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une espèce de jeu de rôle en boîte, où est-ce qu'on va incarner des peluches qui veulent protéger une enfant de 5 ans de ses cauchemars. Puis comme on a traversé le jeu plusieurs fois, que les enfants voulaient jouer, la boîte vient avec plein de miniatures, de toutous, de cauchemars, c'est vraiment un beau produit quand même. Je leur ai dit, hey, ça vous tente-tu qu'on essaye de faire un hybride, histoire de pluche, Maus Ritter? Fait qu'on s'est fait des petites fiches de personnages pour les héros de Histoire de pluche. Et on s'est inventé un scénario qui utilise ces miniatures-là. C'était très chouette, ça a bien fonctionné. Mais moi, Maus Ritter, même si c'est un système qui est super simple, ultra accessible, mais en même temps, tout est auto-hit, qu'ils appellent. Donc, dès que tu fais une attaque contre un adversaire, ça inflige du dégât. Pas besoin de toucher pour voir si tu touches ou pas. T'as un peu l'impression de mettre tous les personnages dans une espèce de broyeur, puis de lentement tourner comme ça, puis de voir leur point de vie partir. Tu sais, pour moi, c'est parfait ces mécaniques-là pour des jeux comme Horreur Liminal, où tes personnages sont dans un meat grinder. Tu sais que c'est ça le plaisir de l'aventure, c'est de les voir lentement dépérir et devenir cinglés. Ici, quand c'est des petites souris que tu veux voir triompher, c'est un peu cruel de les mettre dans le broyeur à déchets. Fait que oui, c'est peut-être un petit peu mon petit bémol avec Maus Ritter, qui sinon est un excellent système. Et oui, la grosse nouvelle dans ma vie récemment, c'est que on a pris la décision de commencer une nouvelle aventure de Donjons et Dragons. C'est avec mon groupe maison, alors non, ce ne sera pas diffusé sur la chaîne, mais c'est quand même un des projets qui m'excite le plus récemment. Fait que c'est mes amis, c'est des gens avec qui on a traversé plein d'aventures de Pathfinder, c'est le groupe de Blackwave, qui est notre compagnie de mercenaires, dans le monde imaginaire qu'on a inventé, là. Fait que oui, c'est dans le fond une compagnie de mercenaires qui ont traversé la tombe de l'annihilation, Rime of the Frost Maiden, Candlekeep Mysteries, puis mon concept, c'est qu'à chaque aventure, ils peuvent soit reprendre leurs anciens personnages, qui sont devenus les officiers seniors de la compagnie, ou créer de nouveaux subalternes, qui sont peut-être plus bas niveau, mais qui croisent quand même leurs personnages des anciennes aventures, qui sont devenus leurs capitaines. C'est le capitaine Petrix, c'est devenu une légende au sein de la compagnie. Et là, la nouvelle aventure qu'on va
faire avec le système de D&D 2024? Alors, je leur ai pitché plein de pistes d'aventure et le fil sur lequel ils ont décidé de tirer, c'est d'aller aider une petite communauté isolée dans une vallée qui s'appelle Elsir Vale. Et la capitaine de la garde locale redoute que des créatures des montagnes, des hobgoblins, des gobelins, des monstres en tout genre, sont en train de former une armée pour possiblement attaquer les villages. Et ça, c'est la prémisse de Red Hand of Doom. Une aventure créée par James Jacobs, entre autres, pour la 3e édition, la 3.5 même. Et c'est une aventure qui va plonger les joueurs au sein d'un conflit militaire majeur. Et ils sont en train de se préparer une horde. Vraiment une armée gigantesque de plusieurs milliers d'individus avec des monstres, des dragons. Comment faire pour gagner quand on est en sous-nombre? Comment est-ce qu'on peut organiser les défenses de la ville de Brindol? Est-ce qu'on est capable d'éliminer les chefs de cette horde meurtrière et de découvrir leurs secrets et bien sûr qui se cache derrière tout ça? Ben oui, on va en reparler. Je suis un peu déçu parce que là, il y a des choses qui se passent dans ma vie qui font que je pourrais pas mettre en branle cette aventure-là avant un petit moment. Fait qu'on a fait la préparation, les personnages sont faits, mais il va falloir attendre quelques semaines avant de lancer la machine. Et maintenant, c'est la section où je vais vous parler de ce que j'ai lu. Alors, c'est des choses qu'on m'a envoyées. Alors, je vous remercie tous ceux qui prennent le temps de m'envoyer des projets, des coups de cœur, des choses qu'il faut absolument que je consulte parce que ça me fait découvrir des choses formidables puis ça me donne peut-être des idées. En premier lieu, j'ai lu des livres d'une compagnie française qui s'appelle Kobold Érudit. Kobold Érudit, ils font principalement la traduction française d'ouvrages, des suppléments pour la 5e édition, qui sont publiés originalement en anglais par Nord Games. Et ce qu'ils font donc, c'est qu'ils ont toute une gamme de livres qui vont vous ajouter des monstres, fait des bestiaires formidables, et un livre qui s'appelle Pièges mortels, mais c'est un livre avec toutes sortes de pièges, de défis, d'embûches à mettre sur le chemin de vos héros. Puis je vais en parler tout de suite pendant que j'y pense, là, mais ils ont en ce moment un sociofinancement pour le bestiaire ultime sur la Horde. Fait que ces bestiaires-là, là, ils en ont déjà un qui s'appelle le bestiaire des damnés. Et c'est un gros livre de monstres. Un très 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 gros livre de monstres. Et dans le bestiaire de la Horde, ce que vous avez, c'est toutes sortes de créatures pour alimenter justement vos hordes. Ça tombe bien, c'est peut-être le livre que j'aurais besoin justement pour Red Hand of Doom. Fait qu'on parle de créatures humanoïdes, monstrueuses, classiques, les orques, les gobelins, les bugbears. Alors ce livre-là va vous présenter toutes sortes de déclinaisons de ces monstres-là. Que ce soit des gnolls assassins, gnolls sorciers, vous avez les hauts gradés des armées des gobelours, vous avez même des créatures comme des wargs de toutes sortes. Fait que vous avez toute l'infrastructure militaire de ces créatures-là à lancer sur vos joueurs. Puis maintenant que j'y pense, plus c'est expressément ce que j'ai besoin pour Red Hand of Doom. C'est des livres qui sont très généreux. Donc oui, vous allez avoir des pièges, des tonnes et des tonnes et des tonnes de pièges, par exemple dans Pièges mortels. Mais vous avez des pièges pour tous les niveaux de personnages. Puis on voit que c'est vraiment un souci qu'ils ont eu dans toute leur création, tous leurs livres. C'est de faire, on a du matériel amplement, que votre campagne se passe au niveau 1 à 3, 4 à 8, ou même au-dessus du niveau 10. Vous avez du stock, puis du stock, puis du stock, en veux-tu, en v'là. Je dois dire aussi, les monstres ici sont compatibles avec la 5e édition de 2014. Donc, on n'a pas vraiment ici fait le pont avec la nouvelle édition, puis moi j'ai tellement consulté le manuel des monstres récemment de 2024, que parfois je sens qu'il y a une petite marche qui n'a pas été gravie par ces produits de Kobold Érudit. Par exemple, les monstres au niveau du bestiaire des damnés, les fameuses liches, les grands zombies, ben je les trouve un petit peu fragiles. Tu vois, pour moi, 100 points de vie pour une créature qui est challenge rating niveau 21, c'est pas possible. Puis même si je trouve que les livres donc sont de très très bonne qualité,
c'est toujours, je crois, le revers de ces livres-là qui nous en offrent beaucoup, c'est que tout n'est pas égal. Par exemple, dans les pièges, j'aime beaucoup Pièges mortels, je trouve qu'il y a plein de super bonnes idées. Par exemple, des pièges qui vont créer une zone pacifiante, où tous les individus qui ratent un jet de sauvegarde dans la zone ne peuvent pas prendre part à un combat violent. Tout ça, je trouve ça super inspirant, c'est des bonnes idées, mais il y a aussi beaucoup de pièges qui sont... Je trouve que c'est beaucoup de texte pour finalement donner un des 6 dégâts de poison. Tu comprends ce que je veux dire? Et ces pièges-là, justement, qui sont 1 des 8 dégâts, 2 des 6 dégâts d'acide, c'est que même au niveau 1, on dirait que c'est des enjeux qui sont plus ou moins excitants. Fait qu'il y a des pièges qui sont vraiment cool, il y a beaucoup de travail dedans, puis qui donnent l'impression que ça va être vraiment une scène de ta session de jeu. Puis il y en a d'autres qui donnent un petit peu l'impression d'être beaucoup de texte, beaucoup de setup, puis que pour un des 6 dégâts, je pense que ça vaut même pas la peine que je le désamorce. Je vais juste passer dans le piège, recevoir le dégât, puis attendre que le cléric me guérisse avec mon guérisseur. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ça, c'est vraiment ma philosophie des pièges. Moi, j'ai besoin que ce soit réellement mortel. Du genre, si on désamorce pas ce piège-là, on va devoir faire la paix avec la disparition d'un de nos personnages. Il faut quand même préciser que dans ce livre-là, il y a des pièges qui sont conçus pour tuer vos joueurs. Fait que oui, ce sont des pièges qui sont très périlleux. Mais ce qui me déçoit un peu ici, c'est que c'est tous des pièges reliés à du dégât. Puis pour moi, ce type de pièges-là, ils sont moins inspirants parce que je sais que mon cléric va être là pour relever les joueurs qui sont tombés dans ce piège-là. Il faut être honnête, c'est difficile faire des pièges dans Donjon Dragon. Des pièges qui sont satisfaisants, qui vont créer une situation complexe et tendue. Fait que c'est sûr que c'est pas facile à faire. Mais tout ce livre-là peut servir de base pour que vous, avec votre imaginaire, créiez des situations qui vont mettre vos joueurs au défi, qui vont empêcher justement le cléric de venir intervenir peut-être parce qu'il y a une embuscade de la horde de gobelins justement. Fait que bref, c'est énormément de matériel, très qualitatif en français. Fait que si vous voulez une alternative en attendant le manuel des monstres de 2024, vous pouvez aller jeter un œil du côté de Kobold Érudit. Et finalement, j'ai aussi lu Outgun. Puis, je sais pas pourquoi je m'étais fait à l'idée que Outgun, c'était pas pour moi, mais j'ai un groupe de joueurs justement qui ont fait un one-shot récemment où j'ai pas pu participer, puis je regrette. Mais ils m'ont dit, hey, il faut que tu lis ça, c'est vraiment awesome, puis ce l'est! C'est tellement un système brillant qui nous propose de jouer dans un film d'action. Donc vous jouez un fameux héros, un agent de police, un agent du FBI, un mercenaire, un soldat de l'unité Delta ou je sais-tu quoi. Et vous faites une mission où vous allez briser la physique, faire jumper des chars dans des avions, infiltrer des vaisseaux spatiaux. Pensez James Bond, John Wick, c'est ça qu'on joue. Le système est super simple et très excitant. Selon vos spécialités, quand vous testez quelque chose de difficile, vous lancez des dés à 6 faces. Et le but ici, c'est pas d'avoir des valeurs numériques, mais c'est d'obtenir des symboles identiques. Et plus vous avez de symboles identiques, plus votre succès est grand. Et ça, c'est ça qui est génial. Il y a un petit push your luck ici, où tu peux essayer de pousser ta chance pour obtenir un succès critique. Et c'est un déferlement d'actions, de combos que tu peux enchaîner. Tu peux dépenser de l'adrénaline pour rouler plus de dés. C'est vraiment chouette. Il y a tellement de bonnes idées dans Outgun. Il y a des mécaniques qui sont tellement en phase avec c'est quoi l'excitation d'écouter un film d'action qui est juste simple, le fun, excitant, ça roule, il n'y a pas de temps mort. Donc si ces thématiques-là vous intéressent plus ou moins, vous pouvez maintenant jouer dans des films de super-héros, dans des films à la Stranger Things. On va avoir des extensions aussi pour jouer des films d'aventure à la Indiana Jones. C'est vraiment super. Puis, on avait joué à Everyday Heroes il y a quelques années, qui est un jeu dans le même univers, mais avec le système de la 5e édition. Puis je trouve que Outgun a trouvé un système qui sert tellement mieux cette histoire-là, ces aventures-là, que le D20, les points de vie, l'espèce de combat qui peut s'installer, puis on est là, on va se tirer dessus pendant une demi-heure, puis je suis blessé, toi t'es blessé.
Outgun a vraiment trouvé des solutions à ça. J'ai pas joué encore, bien sûr, mais le manuel est vraiment très très cool. Fait que voilà, c'est mon petite impression de Outgun, ça m'a donné le goût d'y jouer. Ah oui, et dernière petite chose, on a tout récemment vu la nouvelle couverture de la prochaine aventure de Donjon Dragon 2024. Donc officiellement on a la couverture standard officielle et la couverture exclusive pour les boutiques spécialisées. Ça va être une aventure de dragon, donc une anthologie d'aventures de dragon. Donc on parle de peut-être 10 à 12 aventures avec chacune un dragon différent en vedette. Je sais pas trop, moi je dois dire, j'ai rarement été fan des aventures d'anthologie parce que je trouve qu'elles sont difficiles à pousser, mettre de l'avant. Tu sais, moi j'ai besoin d'avoir comme un espèce de récit fort, un high concept où je suis comme oh oui, yes, on va jouer des cambrioleurs dans une ville, ou oh, on va jouer des pirates dans une mer maudite. Là ici, il va y avoir des dragons. Que vont-ils faire ces dragons? Je sais pas. Sans doute ben des affaires différentes, sûrement des trucs très draconiques. Fait que attendez-vous à du dragon, mes amis. Peut-être même des donjons, mais je promets rien. Merci Internet d'avoir été là pour ce petit survol du mois. Fait que comme vous voyez, on a encore testé beaucoup de choses. Alors j'ai très hâte de vous partager mes futures découvertes à la fin du mois prochain. D'ici là, n'hésitez pas à laisser en commentaire quelles sont vos découvertes, qu'est-ce que vous avez joué récemment et que peut-être c'est des incontournables qu'il faut que j'essaie aussi. Et n'hésitez pas à aller voir nos actual play parce que c'est tellement le fun, c'est probablement la chose que j'aime le plus faire sur la chaîne. C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes là pour nous suivre dans nos aventures. Je vous souhaite à tous un excellent printemps, pas trop de tempêtes de neige et on se retrouve très bientôt.